Bienvenue à toutes et à tous, bienvenue en ce mois de Ramadan, j'espère que ça se passe bien pour vous chers amis, très content de vous retrouver. N'hésitez pas à vous abonner évidemment à la chaîne, à partager et merci pour vos commentaires, à faire des pouces aussi, c'est important pour le référencement de la vidéo, donc des pouces en l'air etc. Je vous en remercie par avance. Alors on va aller dans le vif de l'actualité bouillonnante actuellement, il y a une espèce d'hystérie, une espèce d'orchestration de la haine ou de l'algérianophobie après avoir envisager une espèce d'orchestration et instrumentalisation de l'islam via l'islamophobie. Aujourd'hui, ça devient focalisé uniquement sur l'Algérie, comme si qu'avec l'Algérie qui était un danger. Donc, si tant est qu'il y a un danger qui viendrait du Maghreb. Bref, il y a une focalisation, il y a une hystérie orchestrée mise en place et le libre arbitre des gens semble noyé sous la pression, sous la ratonnade médiatique ou une espèce d'euthanasie de la liberté de penser seule est orchestrée, mise en place. Et aujourd'hui, le seul problème qu'il y a en France, s'il y en a un, ce serait celui de l'Algérie et de quelques OQTF ou de quelques youtubeurs excités. Voilà, focalisation, orchestration. Et alors ça s'est mis en place, la mise en scène se met en place tout doucement en apportant des clampins, des clampines qui doivent appuyer la vérité médiatique, la vérité pseudo-diplomatique, l'urgence c'est uniquement l'Algérie, bien entendu, on l'a compris, les raisons, après la déclaration d'un historien, plus ou moins celle d'Apathie, qui dit les choses telles qu'elles sont, disant effectivement, nous avons à déplorer en France Oradour-sur-Glane, mais si vous saviez que nous en avons commis des centaines en Algérie. Je reviendrai sur différents Oradour-sur-Glane, évidemment, et aussi sur les zozos et les zozotes ou les zézettes qui viennent effectivement cracher une espèce de venin contre l'Algérie au quotidien. Alors, au-delà de tout ça, c'est tout d'abord une question de fric et de pognon, comme toujours d'ailleurs. D'ailleurs, John le Carré, l'écrivain anglo-irlandais, qui est un ancien espion du MI5, qui est devenu un écrivain prodigieux, paix à son âme, John le Carré disait « Quand une situation vous semble un peu trouble, bizarre, cherchez le chemin de l'argent. » Parce que tout passe par l'argent dans ces affaires. Et on apprend, un peu à la fois, quand on est à l'écoute, on apprend qu'en fait, ce qui se passe entre l'Algérie et la France, c'est d'abord une question de pognon, de blé, au sens propre et au figuré. Vous savez, vous connaissez ce sketch de Fernand Reynaud qui dit « Ah, quels sont ces étrangers qui viennent manger le pain des Arabes ?» Eh bien, le pain des Français, qui viennent manger, quels sont ces Arabes qui viennent manger le pain des Français, jusqu'au jour où, dans ce sketch, on apprend que le boulanger était portugais et qu'il en avait marre du racisme de bas étage et qui se barre, et depuis, il n'avait plus de pain. Sketch, mais qui dit beaucoup sur la bêtise et sur l'idée qu'on se fait des choses. Eh bien, le blé est au centre des choses. Vous savez que la dette datait déjà du directoire, la dictature de 1795 qui avait déjà commandé du blé en Algérie, qui ne le payait jamais. Quels sont ces Gaulois, ces Français qui venaient voler le pain des Arabes, plus précisément des Algériens? Cette dette va être reconduite. Napoléon, la crapule, le Corse, le nabot ne va pas payer non plus. Et en 1807, il y a une idée comme ça, de vouloir envahir l'Algérie. Et il va envoyer un espion. Et je vous le donne en mille. Comment s'appelait cet espion? Il s'appelait Boulanger. Ça s'invente pas. C'est une espèce d'ironie de l'histoire. Et c'est pas possible. Napoléon n'est pas prêt. Puis c'est là qu'il va aller à Boukir, en Égypte, etc., qui va se faire raplatir par les Anglais et qui va se sauver comme un lâche. Napoléon qui reviendra ensuite à Toulon, etc., etc. Eh bien, cette histoire de dette, c'était encore une fois une question d'argent, évidemment. Eh bien, aujourd'hui, c'est une question d'argent, puisque après que Macron a cru bon de reconnaître une espèce de, entre parenthèses, marocanité du Sahara, chose qui était entre les mains de l'ONU, qui, elle, détient la légalité, qui sait dire le droit, etc. Macron a voulu, pour des choses, je ne sais pas, de lobby, de soumission, a voulu effectivement se mêler de choses qui ne le concernent pas du tout, puisque ce Sahara-là, en tout cas, n'a jamais été français. Il était au mieux espagnol, au pire marocain, au pire Polisario, au pire aux mains des Mauritaniens, au pire, au rien du tout, tout simplement. Bref, on va pas faire d'histoire sur le Sahara, mais c'est le grain de sable qui grille la mécanique, et c'est à partir de là où l'Algérie s'est dit, oh là là, ce type-là nous cherche effectivement des embrouilles, l'Algérie a des dossiers dessus, sans ça on sait quelque chose, Ali Haddad qui est en prison, en sait quelque chose, Rabrab qui est en liberté, en sait quelque chose, Bouchouareb qui est en fuite, la racaille, l'ancien ministre algérien, est en fuite et il se dort la pilule sur la Côte d'Azur après avoir
voler de l'argent aux Algériens, donc de voler de l'argent aux infrastructures scolaires, sanitaires, hospitalières, culturelles en fait. Il a volé Zouaoula, les pauvres, il a volé l'Algérie, et il a beau de cela rouler ça et là, tout comme Saad Saadani, le Derboukis, qui a volé aussi plusieurs centaines de millions, et qui se la joue d'ailleurs du côté de Neuilly. On parle de quand même 400-500 millions d'euros pour cette racaille de Saadani. Voilà, alors tous ces gens-là, voilà, et ils sont pas très patriotiques, c'est moins qu'on puisse dire, ce sont des vendus, des corrompus. Et alors c'est une histoire d'argent, disais-je, où l'Algérie, après la déclaration, mais complètement empapaoutée de Macron, décide, eh bien si c'est comme ça, on va un peu régler nos comptes. Donc l'Algérie n'achète plus de blé à la France, n'achète plus de blé. Les produits laitiers terminés aussi, la viande aussi qui était beaucoup achetée, terminée aussi. Ce qui fait, c'est que les agricultures, le patronat français commence à faire la gueule. Et la France n'a pas trouvé mieux qu'au lieu de réparer un petit peu cette bourde diplomatique de Macron, qu'on appelle le Mozart de la finance, Macron, enfin Mozart entre parenthèses, un Mozart sur la fin ou au tout début Mozart, mais en tous les cas un piètre Mozart de la diplomatie et un piètre président de la gestion politique de ce pays. Bref, c'est à partir de là où tout a commencé. C'est rajouté ensuite effectivement l'espionnage scélérat d'un type que l'Algérie a nourri et logé et même lavé, nettoyer, langer. C'est ce sang sale qui lui jouait double jeu et travaillait avec Israël et d'autres lobbies pour descendre son pays. On est arrivé avec ce sang sale-là au summum du harkisme. Et aujourd'hui, on nous fait tout un cinéma, tout un pataquès autour de sa libération, en oubliant que en France, il y a par exemple Georges Brahimi Abdallah qui est enfermé depuis 41 ans et qui est libérable depuis 20 ans, mais là pas un mot dans la presse. Il a fallu se tourner vers le Balzac du trottoir, sans salle. C'était un grand écrivain, il fallait le sauver, etc. George Orwell, enfin toute la flûte et le violon qu'on nous joue du matin au soir en ce qui concerne celui-là. C'est rajouter quelques scélérats, des scribouillards comme Sansal, 6 fois oui, et bien d'autres, nous y reviendrons. Évidemment, dans ce contexte, dans cette mise en scène, eh bien, arrive Tata Yo-Yo, que certains appellent Tata Yo-Yo, Monsieur Rotaillot, qui lui, voudrait être à la tête des LR, et finalement, il en rajoute des couches, avec un Driancourt, dont on apprend qu'il avait aussi essayé d'acquérir un terrain du côté d'El Biar, je crois, avec beaucoup d'argent, avec une autre crapule d'Algérien qui est en prison, Monsieur Kouliniev, je crois, qui est en prison actuellement. Il y a eu un tour de passe-passe financier entre les deux. C'est peut-être pour ça que Driancourt en rajoute aussi et qu'il déverse toute sa colère, toute sa hargne contre l'Algérie en disant ceci que là, en disant pique-pan. Alors, dans l'actualité, il n'y a pas que l'Algérie, mais j'y reviendrai. J'aimerais parler effectivement des turiféraires, de ceux qui rajoutent de l'huile sur le feu, qui veulent exister parce que ils ont une vie d'escargot, ils ont une vie un petit peu, vous savez, de pas grand-chose, une vie de perlimpinpin, puis ils veulent exister médiatiquement. Par exemple, à Michel Onfray, une espèce de philosophe un peu raté à la façon de BHL, qui ont une crispation contre l'Algérie. Il a osé dire même, le problème de la France, c'est pas la Russie, c'est l'Algérie. Ah bon? En quoi? Qu'est-ce? Comment? Ce type, depuis qu'il a écrit un livre sur Freud, en mettant en avant le côté sadique de cet homme, le côté mythomane de Freud, et en mettant aussi en avant son amour de l'argent, c'est ce qu'avait écrit un livre excellent d'ailleurs, Onfray sur Sigmund Freud, eh bien il avait été taxé d'antisémitisme. Alors je ne sais pas, pour se rabibocher peut-être avec ses maîtres peut-être, il a décidé du jour au lendemain de devenir, à moins qu'il l'était un peu, genre OASien, anti-algérien, donc un peu l'esprit OAS, etc., ou la main rouge, de se mettre du côté de tout ce qui était sionisme et d'attaquer systématiquement tout ce qui était musulman. Aujourd'hui, il a sorti ses griffes, le philosophe de comptoir, contre l'Algérie en disant que le problème, c'est pas la Russie, c'est l'Algérie. Bon, on va le laisser. Ce type d'ailleurs qui était d'ailleurs un bigame, il allait avec deux femmes, sa femme très malade, il sortait avec une autre femme aussi, bon, il dit je l'ai revendiqué, etc. Bon. Alors sur la liberté, l'égalité, les femmes, voilà.
le philosophe de comptoir ferait bien de s'écraser un peu. Voilà. Alors, dans ce contexte-là où tout le monde sort ses griffes et attaque et bave et crache sur l'Algérie, la lepénisation de la France, d'une partie de la France, est bien dépassée, parce que la lepénisation est encore curable, mais la zémourisation devient incurable, puisqu'il n'y a que du Zemmour et l'orchestration, la mise en scène des médias. Alors, il y a très peu de gens qui osent la ramener et aller, et donc tous se condamnent. Personne ne défend, par exemple, Apathy et son courage. Alors en face, c'est la riposte des révisionnistes, voire du négationnisme du colonialisme. À cet égard, chers amis, j'aimerais vous signaler un livre magnifique de Assia Djebar, notre grande écrivaine algérienne, Assia Djebar, qui rentre à l'Académie dans les conditions que vous savez, en revendiquant toute son algérianité, toute la révolution, et en dénonçant les crimes du colonialisme dans son discours d'entrée à l'Académie française. Assia Djebar écrit un livre fabuleux, je vous conseille de le lire si ce n'est pas fait. Ça s'appelle L'amour et la fantasia. Un livre qu'elle a écrit en 85 et qui dit beaucoup de sa grandeur, qui dit beaucoup des femmes algériennes, qui dit beaucoup de ces guerriers arabes, de ces cavaliers arabes qui ont fait peur d'un courage incroyable. Elle dit beaucoup des janissaires turcs qui se sont battus, mais avec une bravoure incroyable dès le début, et notamment dans la bataille de Staouli, qui a eu lieu le 19 juin 1930, une bagarre homérique avec le bey de Titeri. Du côté Titeri, c'est du côté de Médéa. Et ce bey-là, avec Ahmed Bey de Constantine, vont être des guerriers incroyables. Ils vont se battre. Et ces femmes aussi qui vont venir, ces femmes algériennes, qui vont se battre avec leurs familles et leurs enfants. Quand les troupes algériennes sont débordées du côté de Staouli, elles interviennent, femmes et enfants. Et d'ailleurs, le général Bourbon va écrire dans son journal, 2 femmes algériennes, l'une d'entre elles avait saisi un soldat français mort, elle lui avait arraché le cœur. Elle lui avait arraché le cœur et elle mordait dedans. Une autre, qui a été blessée par balle, qui fuit avec son enfant, lorsqu'elle va se savoir mourir, elle va préférer tuer son enfant avec une pierre pour ne pas le laisser aux mains des colons, sachant l'avenir que lui préservaient ces soldats français. Ça, c'est répété par Assia Djebar, mais elle retire ça des lettres de certains généraux, notamment celui de Bourmont et un autre baron dont j'ai oublié le nom, sans aucune importance. Elle raconte aussi comment cette résistance du bey de Titeri, qui s'appelait Brahim Bey, je crois, va se battre avec ces hommes avec une vaillance et un héroïsme incroyable. Et comment ces gens vont résister. Mais au bout d'un moment, la désorganisation des troupes algériennes, la puissance de l'artillerie des envahisseurs va battre ces Algériens. Ils vont battre en retraite. 2000 de ces Algériens vont être arrêtés, faits prisonniers. Les officiers français vont vouloir préserver leur vie. Les soldats français ont dit non. Et ils ont fusillé 2000 hommes désarmés là sur place. Ça, ce sont des faits historiques. C'est au tout début de l'invasion, évidemment. Je parlerai plus tard des autres massacres. Et Assia Djebar raconte ça de façon merveilleuse et extraordinaire. J'aimerais pas trop me répondre là-dessus, sauf une anecdote. Lorsque le Médéa, du côté de Médéa, la ville va tomber, eh bien, bizarrement, le sultan du Maroc, Moulay Abdeslam, va vouloir prendre place à la place des Français du côté de Médéa, comme ça. C'est à moi, dit-il, je vais gouverner ça. Il n'a pas versé une goutte de sang. Il a profité que les Français fassent le travail pour exiger sa part du butin géographiquement. Le ridicule. Alors que d'autres Marocains, en 1837, quand l'émir Abdelkader va vouloir se sauver du côté, donc derrière Oujda, derrière Berkane, pour rentrer vers le Maroc, se protéger, eh bien, les soldats berbères du Rif et ceux de l'Oriental vont le protéger. C'était une époque bénie où ce Maroc-là protégeait leurs confrères d'une espèce de djihad pour se protéger. Par contre, beaucoup plus tard, à l'arrivée des Français, ou à la même époque, ce Moulay Abdeslam va vouloir profiter du butin de guerre comme ça, assez minable et pitoyable, qui nous renvoie à une certaine contemporanéité. Tout ça, c'est dans le livre de Djebar. Elle écrira un autre livre aussi. Elle va revenir sur la résistance des femmes en 1956. Elle saute quasiment d'un siècle. Mais c'est dans le même livre, dans un deuxième livre, qu'elle résume ça. Voilà, je voulais parler un peu de littérature rapidement.
Mais le moment fatidique de la chute d'Alger, et donc une partie de l'Algérie, ça va être lorsque Fort l'Empereur va être tombé. C'était une espèce de forteresse où toutes les munitions algériennes vont péter. Alors Fort l'Empereur, ça n'existe pas. C'était Borj Hassan. Borj Hassan, que les Français appelaient Fort l'Empereur. Cette citadelle explose, c'est la fin, effectivement, presque la fin. Mais le courage des Algériens du côté de la bataille de Staouli et d'autres ont fait référence. Ils sont historiquement vrais. C'est à vous de les relire, notamment dans le livre L'amour et la fantasia d'Assia Djebar. Alors au-delà, je reviendrai sur la littérature et les livres, bien entendu, puisque la vie est un livre aussi qu'il faut lire aussi, notamment pour ceux qui les ont écrits pour vous, pour nous, pour tout le monde. Revenir brièvement sur des hommes qui défendent bien la réalité historique. Il y a plein d'historiens, évidemment, mais j'irai revenir sur Monsieur de Villepin, qui fait preuve d'un grand courage, j'ai déjà parlé de Ségolène Royal, Apathy, qui ne recule devant rien, qui persiste et signe sur les faits historiques. Alors je renvoie tout le monde un peu à l'histoire, je vous donnerai des références historiques, bien sûr, en description, dans la vidéo, quelques références. Vous pourrez trouver des livres et des références concernant cette période-là. Je crois avoir dit, grosse comme ça de mémoire, ce que je voulais vous dire sur cette espèce d'hystérie Rotaillot qui veut exister, voilà, qui veut devenir l'empereur, Fort l'Empereur, voilà, voilà, on s'improvise pas comme ça empereur. J'aimerais aussi féliciter Nawel Madani, l'humoriste, qui est sorti de sa réserve. Contrairement à la lâcheté de certains humoristes, première en tête, c'est le débouze qui fait honte à tout le monde, quoi. Pauvre pitoyable, un handicapé réellement du cerveau, lui, et du courage aussi. On retrouvera pas chez lui le courage de, par exemple, Maël Aynin, ce Marocain prodigieux qui va résister à l'invasion du Maroc dès 1912, même bien avant. Le courage de Abdelatif El-Harbi, le courage de Brahim Serfati et j'en passe et d'autres. Il y a la lâcheté de Djemoul Debbouze, c'est l'équivalent de la lâcheté, quoi, grosso modo. Enfin voilà, il tient à son Marrakech du rire. Marrakech du Bars, de la Chouma. On n'oubliera jamais effectivement que ce soit écrasé avec Omar Sy lors des Oscars, c'est ça, hein, des Lascars, la cérémonie des Lascars évidemment. Donc Nawel Madani, qui a, suite au massacre terrible de Palestiniens hier, a écrit un texte qui s'appelle Speak for the Palestine. Elle est sortie de sa réserve, de son confort un peu d'humoriste. C'est très bien, elle rejoint des gens importants, qui sont des humoristes mais qui ont une conscience politique et citoyenne, comme Guillaume Meurice évidemment, ou Ahmed Dia, je crois, aussi l'humoriste, qui sait dire des choses aussi avec beaucoup d'humour, etc. Voilà, je voulais faire le tour de tout cela, chers amis. Alors, comme ça, en bloc, il y a donc Tata Yo-Yo, Monsieur Rotaillot, qui se voit déjà en président, hein, etc., qui menace, hein, le maître chanteur, si j'ose dire, le maître chanteur, qui menace de démissionner, genre chiche, ah bien chiche, démissionner, Monsieur Rotaillot, personne ne vous retient, une espèce de chantage. Je suis l'homme proté. Vous savez, l'homme proté, c'est celui qui est capable de tout et qui est indispensable, qui est le maître après Dieu. Grosso modo, la France attendait que Monsieur Rotaillot pour le préserver de l'avenir. Voilà. Donc, il veut démissionner, sinon on lui laisse tout faire. Cette histoire de QTF est complètement montée, cette histoire de youtubeur est complètement montée, et on veut renvoyer ces youtubeurs, ces OQTF, comme un sac à patates. Or, il y a des démarches juridiques, c'est ce qui fait la grandeur de la France, un état de droit qui piétine le droit, c'est pas sérieux l'Algérie, c'est faites-les passer par un tribunal et nous verrons par la suite ce qu'on peut faire, mais ne nous renvoyez pas ça comme ça au visage. Ouais, il y a beaucoup de raisons, donc, mais les raisons sont financières. John Le Carré le disait, quand une situation vous échappe, suivez la route de l'argent. Et l'argent, c'est qu'il y a beaucoup d'argent là-dedans, et l'Algérie a décidé donc, quelque part, de faire payer, les dérapages du Mozart de la finance, mais pas du tout de la diplomatie, ni de la gestion d'un pays. Je reviendrai un peu sur tout ça, j'aimerais simplement vous citer, pour ceux qui ne croient pas au massacre, ils sont signés, ces massacres, de Saint-Arnaud, celui qui a brûlé quasiment une partie de l'Algérie, qui a assassiné à tour de bras. Cette lettre existe, elle a été écrite par le général ou maréchal, par le Troufion, ou le génocidaire Saint-Arnaud, qui écrivait en 1851 à son frère. Il disait ceci: « J'ai trouvé un truc génial. » Il écrit une lettre de Djidjel. Il est à Djidjel, Saint-Arnaud, et celui qui vient de brûler Constantine, et qui dit « J'ai trouvé un truc extraordinaire, cher frère. J'ai décidé de donner une prime aux soldats chaque fois qu'ils décapiteraient un Kabyle, parce que là, il est en train de s'attaquer à la Kabylie. J'ai cette démarche de décapitation
marche du tonnerre de Dieu, ça marche très très bien, et j'ai littéralement fait peur et terrassé les Kabyles. C'est ce qu'il dit clairement. Et il dira cette lettre en conclusion, Saint Arnaud à son frère, écrite en 1851 de Gigel, il dira l'Algérie perd sa poésie quand on ne massacre pas et lorsqu'on n'enfume pas. Il dit ceci, je répète, l'Algérie perd toute sa poésie lorsqu'on ne massacre pas et lorsqu'on n'enfume pas. Vous savez, les fameuses enfumades, etc. etc. C'est ce que Saint Arnaud écrit. Pour retrouver une partie de tout ça aussi, je vous invite à lire Les Figuiers de Barbarie de Rachid Boujedra, où il reprend beaucoup de lettres de massacreurs, et donc qui ont écrit texto, qui ont assumé les crimes dans son livre. Il reprend ces lettres-là tout en littéralisant, en romançant le reste de l'histoire. Voilà, les figuiers de Barbarie. Pourquoi ce titre-là? Parce qu'en plus de ça, Saint Arnaud fait raser quasiment tous les arbres qu'il trouve pour affamer les Algériens, notamment les figuiers de Barbarie, autrement dit tout ce qui est figue de barbarie, etc., etc. Voilà. Le crime est absolu, signé, référencé, revendiqué par ces gens-là. J'ai fait à peu près le tour de la vidéo, chers amis. Elle était un peu plus longue que prévu. J'ai oublié beaucoup de choses, bien évidemment. J'étais un peu long pour cette vidéo-ci. Je vous promets d'en refaire une après-demain. Voilà. Je vous remercie infiniment. N'oubliez surtout pas de partager, sinon, pampan, et aussi de faire quelques commentaires et de faire un pouce. Je vous remercie infiniment et à très bientôt.